Alors bonjour à tous. On va faire un système d'atelier, mais je vais quand même, en bonne juriste, reprendre sur non, les définitions. Alors effectivement, là, je pense que c'est un sujet important là, qui vous intéresse, ce qu'on va aborder. Effectivement, là, vous avez vu les résultats d'un projet européen, c'est très important. Alors moi, je voudrais juste faire une aparté. Trop d'informations tue l'information. Si je peux me permettre un conseil, c'est au niveau du Maroc. Si votre ministère peut vous faire redescendre un mode de travail sur, par exemple, l'évaluation des activités que vous appelez para-universitaires, ça serait déjà formidable. Avec un site internet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop d'informations sur les soft skills, il y a trop d'informations sur les modalités d'évaluation. C'est le problème dans tous les pays. Hein, mais, je ne pense pas que la France soit le meilleur élève. On a quand même essayé de créer des sites internet nationaux. Par exemple, il y a un site qui s'appelle diplôme.gouv.fr. Et sur ce site, diplôme.gouv.fr, il y a les diplômes nationaux, hein, par exemple quand vous obtenez une licence, etc. Et vous pouvez ajouter sur ce site des certificats, des diplômes que vous avez acquis par ailleurs. D'accord ? Donc je vous le dis parce que nous, on a fait, en fait, le ministère nous a demandé de faire les dialogues territoriaux de la vie étudiante dans toute la France. On a fait, tous les recteurs sont allés dans toutes les villes de France pour parler avec les étudiants et les parties prenantes sur justement les activités para-universitaires, etc. Et il y a une chose qui est remontée des étudiants, tout existe, et je pense qu'au Maroc c'est pareil, tout existe. Il y a trop d'informations. Il n'y a pas une méthodologie. Donc les étudiants n'y comprennent plus rien, et les enseignants non plus, et les établissements n'ont pas un mode opératoire. Donc ça c'est juste, excusez-moi, mais je me permets de vous dire ça en préalable parce que ça me semble essentiel. Alors, terminologie. Si je peux me permettre un conseil, ayant travaillé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche français dans le département lien formation-emploi, j'y étais encore jusqu'à l'année dernière, moi je ne garderai pas le mot para-universitaire. Je rejoins ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. On est dans l'engagement. Moi je trouve que le mot engagement étudiant, il est mieux. On n'est pas dans des activités à côté de l'université, à côté de l'enseignement supérieur, puisque ça reboucle avec ce qu'on va vivre en tant qu'étudiant. Moi, je mettrais plus le terme engagement étudiant. Para, ça fait à côté. C'est pas dans, si je peux me permettre, en termes de terminologie. Donc, ces activités, c'est tout ce qui est non académique, d'accord? Donc, c'est en dehors de l'académie. C'est tout ce qui est les études informelles, tout ce qui est le développement de compétences transversales à travers les activités culturelles, on va le voir après, etc. Il y a une chose que j'ai oublié de mettre sur ma présentation là, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Alors l'entrepreneuriat, c'est vraiment, à mon avis, un des outils qu'on ne doit pas oublier. Par contre, j'ai oublié de le mettre, je suis désolée, c'est en relisant ma présentation. Voilà, donc ça peut être ça. Et vous voyez que j'ai mis aussi la recherche. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en Fab Lab, je ne sais pas si vous utilisez c'est formidable. S'il est en licence et qu'il est déjà en Fab Lab robotique dans une association, c'est génial. Ça peut tout à fait aider. C'est pas, moi, ce que j'aurais tendance à dire, avant de vous laisser ensuite la parole, on va échanger, c'est que ce qui est intéressant en tant qu'établissement, c'est de conseiller aux étudiants qui viennent nous voir pour avoir des conseils, pour savoir qu'est-ce qui est le mieux dans leur cursus comme activité d'engagement étudiant. C'est de leur proposer de faire un engagement en lien avec leur cursus. Par exemple, un étudiant qui étudie la santé, qui fait un master en licence en santé,
c'est bien qu'ils soient bénévoles à la c'est pas la Croix-Rouge, c'est Croissant Rouge. Au Croissant Rouge, pourquoi pas, hein, ou qu'ils soient, voilà, c'est bien qu'ils soient en lien là-dessus. Un étudiant qui est en études de sport, il peut être sportif de haut niveau. Un étudiant qui est en biologie, il peut être bénévole dans une association de protection de l'environnement. Vous voyez, un étudiant qui est en études culturelles, c'est peut-être bien qu'il soit artiste à côté, dans une association artistique, ou pas. Mais ça peut donner des liens. D'accord. Alors, l'idée là qu'on a travaillé en préparant cette intervention, c'est de voir avec vous le rôle des enseignants, la qualité des évaluateurs, les modes d'évaluation, et ensuite je vous présenterai aussi des exemples. Mais là, l'objectif, c'est d'être en atelier avec vous, c'est-à-dire qu'on va faire comme pour ceux qui étaient là hier, ce qu'on a fait hier, la parole est à vous, hein, surtout. Donc alors déjà pour vous, est-ce que c'est clair ce que c'est les activités que vous appelez à ce jour para-universitaires? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez besoin d'explications? Militaires, oui. Alors, j'ai mis militaire parce que, alors, je pense que ça existe aussi au Maroc, mais il y a la réserve, tout ce qui est réserve. Voilà, et donc là, nous, en France, on a mis en place, alors, ça n'existe pas dans tous les pays, mais il y a plein de sortes de réserves. Il y a la réserve dans la gendarmerie, il y a la réserve dans la police, la réserve dans l'armée. Il n'y a pas que l'armée, vous voyez. Et il y a aussi ce qu'on a appelé la réserve civile. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à disposition d'une administration en tant qu'étudiant et être en réserve. Et ça aussi, c'est très valorisant. Après, je pensais à quelque chose parce que ma fille le fait, c'est les scouts. Je sais que vous avez aussi les scouts musulmans qui sont... voilà. Ça, les scouts, en termes de soft skills, c'est énorme. C'est énorme. Parce que là, vous avez un jeune qui est capable d'aller dormir sous la tente, de vivre, d'allumer un feu, de vivre en groupe, de gérer des petits la nuit. Enfin, c'est génial comme qualité. Hein. Bon. Alors, les jobs, vous pouvez avoir différentes sortes de jobs. Vous pouvez avoir, en France, là, ce qu'on déteste, c'est McDo, mais McDo, ça apprend beaucoup, parce qu'on sent pas bon. C'est bête, et on est dans un univers où c'est dur, où on a un rythme dur, on a des chefs où c'est parfois difficile, ou alors les jobs de babysitting, de donner des cours. Voilà, tout ça, ça apprend beaucoup. J'avance. Voilà, donc, si c'est clair pour vous, on regarde selon vous. Donc, on va faire comme hier, on va donner la parole à 3 personnes qui veulent intervenir et nous dire, pour vous, qu'est-ce que c'est le rôle des enseignants dans les activités d'engagement étudiant. La parole est à vous. Madame. Merci. Alors, moi, je voudrais juste témoigner par rapport à cette première année de mise à 2024 sur la LTU et transition citoyenneté. Ah, ça, on n'entend pas. Alors, pour la LTU, et ça m'a interpellé vivement de l'intervention du professeur Njari, nous avons utilisé Mahara. C'est un livre portfolio sur l'inter-universitaire. Bon, je vais parler surtout, ça c'est très bien passé en fait, par rapport au dépôt des différents produits, qu'ils soient audio, ou vidéo, ou en image. Et on avait très bien expliqué aux étudiants l'intérêt sur le long terme, avec le retour réflexif bien sûr. Et donc le problème c'était beaucoup plus technique, et au niveau également du suivi. On avait besoin de tuteurs. Et franchement, c'était là le plus gros obstacle. Donc ça, c'est pour résumer le témoignage du S1. Mais sinon, le chapitre vie universitaire se porte fortement à cette activité. Il est très bien décliné sur le document que nous avons remis.
Alors par rapport à droit civisme et citoyenneté, il y avait 20 heures de terrain. Donc c'est la moitié de la note carrément de l'examination. Et on a tout simplement orienté les étudiants vers le terrain associatif et tous les organismes qui pourraient leur... C'est arrivé avec le mois de Ramadan, donc il y avait beaucoup d'associations en activité, surtout par rapport au panier Ramadan, l'iftar et tout ça. Donc, et aussi, moi j'étais très surprise parce que les étudiants sont partis vraiment voir des associations de droits humains, donc, en lien avec la thématique de droit civisme et citoyenneté. Donc c'était très intéressant comme projet. Voilà, merci pour le témoignage et partage. On va prendre une question sur le rôle des enseignants. Bonjour. Alors pour répondre à cette question, déterminer le rôle des enseignants, moi je vais parler d'une humble expérience. Je suis enseignant à la faculté des sciences et techniques, mais parallèlement je suis président d'une association très active dans la région de Miglen. Moi j'appartiens à l'université de Sultan-Brésilien. Alors donc je veux parler des activités qu'on a fait au profit de ces étudiants. Surtout le cycle des ingénieurs à la FSP. Ils ont un club qu'on appelle c'est-à-dire le sourire de l'ingénieur, et il est actif dans plusieurs activités para-universitaires. Ils ont participé avec nous dans ce qu'on appelle la vulgarisation des sciences au profit des établissements scolaires. Et puis, nous avons organisé des randonnées parce que notre région elle est riche en sites touristiques, les sources de Shraf, des idées. Ça, vous pouvez le constater dans notre page Facebook, Association Shraf pour la culture et le développement. Et aussi, nous avons fait des randonnées pour d'autres établissements universitaires qui appartiennent à l'Université Sultan-Brésilien, notamment l'École supérieure de technologie de Kensa, l'ENSA, l'École nationale des sciences appliquées. On a fait des randonnées et nous possédons également 3 bus. Notre association possède 3 bus et elle fait des activités. On les utilise dans ce qui est parascolaire. Et puis nous avons une plateforme. Voilà, nous avons 2 animateurs, un garçon et une fille. Et ils font en partenariat avec l'ANAPEC et l'IDH, et ils travaillent en 2 volets, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et comme exemple, il y a 2 semaines, le club Inactus de l'UNCG nous a proposé de ramener des coopératives pour participer à un workshop qu'ils ont fait dans la région de Miglen. Et nous, dans notre plateforme, il y a plus de 60 coopératives inscrites. On leur a ramené 6 coopératives. Donc, uniquement c'est un exemple que je donne, comme ça on fait des activités communes avec le public universitaire. Et ma question, est-ce qu'il y a possibilité d'un partenariat entre l'université et les OSC, c'est-à-dire un partenariat avec les organisations de la société civile? Merci beaucoup. Alors, on est pris par le temps, donc juste je réagis sur ce que vous venez de dire, c'est très intéressant, c'est un très bel exemple pour tout le monde. On reprendra la parole après. Désolée. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même la question de la disponibilité des enseignants là-dessus. Donc, en tant qu'établissement, il faut réfléchir à ça, c'est-à-dire comment vous positionnez le planning. Est-ce que dans le planning de cours de départ, vous prévoyez qu'il va y avoir des sorties pédagogiques qui vont être encadrées par les enseignants et qui vont servir d'activités valorisant l'engagement des étudiants dans leur domaine? Ça, c'est quand même quelque chose à prévoir au niveau de l'établissement de base. Et ensuite, là, ce que je voulais aussi vous dire dans cette slide, et on va continuer, très important, il y a un projet européen qui s'appelle Realis, qui a travaillé dessus, c'est la valorisation des activités des étudiants, et derrière, si vous voulez une implication des enseignants, quelle valorisation dans la carrière des enseignants vous allez mettre de l'implication qu'ils auront fait. Voilà.
c'était le ciseau que je voulais faire sur cette partie-là. Je sais qu'il y a des questions, mais malheureusement, on est en retard. Donc, la qualité des évaluateurs, on rebouclera après, je suis désolée. Alors, la qualité des évaluateurs, quand même un petit point, il faut réfléchir à qui va évaluer ces activités. Est-ce que ça va être des professionnels? Est-ce que c'est des enseignants? Est-ce que c'est des pairs, hein, PAIRS, des étudiants plus expérimentés? Qui va évaluer? Les modes d'évaluation. Donc ça, on en a plein, et je reviens dessus, ça peut être des portfolios, ça peut être des jurys, ça peut être des présentations devant à nouveau les pairs. Alors, je suis tombée en préparant ce matin sur ce que propose par exemple HEC Montréal, juste pour vous dire, sur l'évaluation, je trouvais que c'était intéressant. Ils mettent 4 critères d'évaluation: la cohérence entre les compétences visées et les expériences de formation, la suffisance des expériences, la qualité d'épreuve de l'organisation et la pertinence de l'analyse du lien entre les compétences et les acquis. Exemple, je vous en ai parlé rapidement hier, mais un étudiant vous dit qu'il est dans une association de préservation de l'environnement. Est-ce qu'il est juste membre de cette association? Est-ce qu'il est président de l'association? Combien il a fait de sorties dans l'année avec cette association? Et en fonction de ça, vous pourrez le noter, l'évaluer. C'est frustrant, je vais y aller très vite. Alors, la valorisation. Ensuite, des propositions. Hein. Vous avez déjà parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ajouterai dans ce que je n'ai pas entendu, les récompenses ou les distinctions. Alors ça, les anglo-saxons sont très forts pour ça. Et en France, on est nuls, vraiment mauvais. Je pense que ça, c'est quelque chose à développer. Quand vous avez un enfant, vous avez peut-être certains d'entre vous des enfants, qu'est-ce que c'est qui va l'aider à avancer quand il commence à marcher? C'est pas quand vous le regardez et que vous faites rien. Vous lui dites bravo. Vous lui dites, tu sais, tu as réussi à monter sur ton vélo, bah tiens, papa et maman, ils t'ont acheté un paquet de bonbons pour te remercier, pour te dire bravo. D'accord? La vie, c'est ça. Récompense et distinction de l'étudiant le plus engagé dans la lutte contre la déforestation, l'étudiant le plus engagé pour l'aide à ses terres, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être une vraie valorisation, me semble-t-il. Un certificat spécifique. Alors, on va parler du Youth Pass, on va parler de plein d'outils qui existent pour donner des certificats. Les avantages pendant le cursus. Vous pouvez dire, bon ben tiens, si tu démontres que tu es étudiant en sciences politiques et que tu es élu dans ta ville, que tu as un rôle important, il y a telle unité d'enseignement que tu ne feras pas. Et le supplément au diplôme, où ça va s'ajouter à son diplôme. Donc là, je vous ai mis des exemples. La France a légiféré sur l'engagement étudiant. On est obligé, hein, les établissements sont obligés, quand un étudiant va les voir et leur dit « moi je suis engagé dans la vie civile », ils sont obligés de dire « je vais remplacer telle unité d'enseignement par ton engagement ». C'est une obligation, d'accord, qui est inscrite dans le Code de l'éducation en France. Là, je vous ai mis un exemple des prix. Bon, là, c'est un prix, comme je vous ai dit, la France n'est pas bonne. Donc là, c'est des entreprises qui donnent des prix. Bon. Mais vous savez, vous voyez comment ça marche en Grande-Bretagne. On a des prix pour les étudiants avec des médailles, avec des... voilà. Là, c'est le prix de l'entreprise Veolia pour la solidarité. D'accord? Ensuite, ce que je voulais juste voir avec vous, c'était est-ce que finalement le cas des États-Unis pourrait être le Graal? Vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes sportif, même pas de haut niveau, hein, moi j'ai le cas là de ma cousine, elle fait du beach volley, elle est à un niveau pas national hein, en France, elle va avoir 80% de ses études payées aux États-Unis parce qu'elle fait du beach volley. C'est quand même génial. C'est quand même génial.
Et ça, du coup, ça va créer des jeunes qui vont être sportifs, le sport c'est la vie, et qui vont faire des études. C'est quand même, moi il me semble que voilà, ça fait partie de l'idéal, même si j'aime pas trop les études ici. Mais voilà, c'est bon. Ensuite vous avez donc le Youth Pass. Alors, je sais pas si on peut cliquer du coup, monsieur, sur le lien. Je sais pas comment c'est. Bon. Il m'a mis Internet exprès pour vous montrer le Youth Pass. Ça c'est très utile. Ah, c'est en anglais là, pardon. Ça marche? Bon, écoute. Voilà. Donc ça, je vous ai mis des copies écran derrière. Ouais, je sais pas comment ça marche. Bon, le Youth Pass, c'est vraiment un outil pratique, hein, on en a beaucoup parlé, au niveau européen, que vous pouvez dupliquer au Maroc et qui va... Non, mais c'est pas grave, fermez, ça va être trop long. Fermez, monsieur. Ouais. Mais on n'a pas le temps. Voilà, alors